Bon, t'es sûr que c'est ici, hein? Ah ouais, je t'assure. Regarde, les routes ont pas trop changé dans le coin, c'est ça, hein. Ah, on est bien au bon endroit. Il n'y a pas de château, là. Bah écoute, je crois que la mairie de Montivilliers l'a rasé en 84, mais il doit forcément rester des vestiges. Et quel genre de vestiges, du coup? Bah je sais pas, tu sais, des pierres, des cailloux, peut-être des objets. On a un peu l'habitude, ça. Ouais, c'est vrai. Ça dit d'aller jeter un œil? Ah, toujours partant. C'est parti. Regarde Simon, il était là le château. C'est incroyable. Comment t'as fait pour savoir qu'il y avait un château ici? Attends, je vais t'expliquer. Des bouquins, toujours des bouquins, des vieux, des moins vieux. Dans un premier temps, j'ai exploré les cahiers du patrimoine sur le Havre, écrits par Claire Étienne Steiner, aux éditions Lieu-dit. Puis j'ai remonté la source de l'information. En réalité, le Centre havrais de recherche historique avait publié en 2009 et 2010 2 articles très riches et complets sur l'histoire de ce lieu en particulier. C'est Madame Lemonnier-Mercier qui a mis en relief la pierre angulaire de l'histoire de notre château en écrivant un premier article intitulé « Les travaux de Pierre-Adrien Paille, architecte de Louis XVI, pour ses amis négociants havrais ». Tu sais, il y a même eu une exposition à Harfleur organisée par l'association des Amis du musée d'Harfleur. En résumé, ce château existe encore dans la mémoire de nos aînés. Il y a un monsieur en particulier qui a partagé ce qu'il savait, ce qu'il avait collecté sur ce château. Il s'appelait Monsieur Alain, Lucien de son prénom. Il fait partie de ces personnes sans qui l'histoire du château serait tombée dans l'oubli. Ouais, t'as raison. La moindre des choses, c'est quand même de se souvenir de ce monsieur. Oui. Mais tu vois, encore une fois, je crois qu'on arrive trop tard. Trop tard, comme la tour Robinson. Ouais, mais tu vas voir, il y a encore des vestiges qu'on peut trouver dans les environs. Suis-moi, je vais te montrer. Tiens. De nouveaux promeneurs. Des visiteurs. De passage. Comme toujours. Je ne vous connais pas, vous deux. Et pourtant, vous assis à la recherche de l'esprit de Colmoulin, vous finirez par me trouver. Je le crois. J'en suis convaincu. Je le sais. Mais d'abord, il me faut vous connaître. Que diable venez-vous faire sur mes terres? Ainsi, vous venez rendre visite à cette bonne vieille terre de Colmoulin pour en explorer ses vestiges ancestraux. Colmoulin, c'est bien là l'un des noms que l'on m'a donné. Mais en réalité, j'ai porté bien d'autres noms. L'un des tout premiers fut Courmoulin. Et l'un des derniers est Grand Colmoulin. Comme s'il y en avait un petit. Non. Il n'y a toujours eu qu'une seule terre de Courmoulin, et c'est moi. Quelle curieuse manie, vous autres les visiteurs, avez-vous de tout diviser, séparer, tout comme votre grande ville scindée entre cité et port, alors qu'elle ne fait qu'un. Vous devez bien avoir vos raisons, je suppose. Bah, je m'en lave les mains, ce n'est pas mon affaire. Poursuivez votre promenade, curieux visiteurs. Je n'exige de vous que la paix.
Ne dérangez pas mes pierres, ne troublez point la quiétude de mes bosquets, n'emportez aucune relique d'antan. Ce qui est à Colmoulin demeure à Colmoulin. Ou bien, soyez assurés de ma visite inopportune. J'ai toujours été là, bien avant que les hommes ne s'installent sur ma colline pour tailler quelques silex. J'étais là. J'étais là quand on a érigé mon dolmen. J'étais là quand l'homme s'est mis à tailler la pierre, d'abord grossièrement, puis à l'aide du marteau et du ciseau. J'étais là quand on a bâti les premières maisons. Les premiers murs. Les premières portes, vos premières divisions. J'étais là pour mon premier château et puis le deuxième. Je suis l'émanation ancestrale de cette terre noble, de ce pays de cour duquel je suis sorti des profondeurs telluriques. Depuis des siècles, je porte mon regard sur les vallées environnantes. Ces vallées que vous autres visiteurs de passage comme toujours, vous êtes appropriés. Je domine vos toits, vos plus hauts clochers sacrés. Je domine même vos tours qui crachent le feu de l'enfer aux abords du fleuve et dans son estuaire. Prêtez attention, imprudents visiteurs. D'ici, c'est Montévilliers et Harfleur que vous dominez. Nul besoin de choisir un camp. Le mien est toujours le meilleur. Oh, je vois ce que vous cherchez, mes jeunes amis. Vous êtes sur la trace de mes châteaux. J'imagine que vous ne vous intéressez pas à ce manoir du XVIe siècle. Et vous avez bien tort. Et sachez, jeunes imprudents, qui foulez ma terre, qu'il reste des vestiges de mon premier noble locataire. À l'époque, vous m'appeliez encore Courmoulin. En 1408, il se disait que je dépendais de Graville. Qu'importe, j'abritais à cette époque une superbe maison forte entourée de murs. Je protégeais également un beau colombier circulaire. Les occupants de ces lieux étaient des gens tout à fait lettrés. Ils avaient même fait bâtir un pavillon couvert d'ardoises qu'ils appelaient les archives. Et ce n'est pas tout. Écurie, remise, grange, fermette. C'est un véritable village que je couvais au pied de mon grand bois. Aujourd'hui, ma mémoire se perd d'elle-même et je ne saurais vous donner le nom de l'un de ses occupants. Tout juste. Et ce que j'arrive à me souvenir de ce Jacques Vignan, dont le nom était inscrit en haut d'une lucarne des écuries.
Allez donc vous perdre, jeunes visiteurs de passage, auprès des anciens étangs. Peut-être y verrez-vous les restes de mon primitif château. Je me souviens de l'année 1745. En 1745, il me semble qu'il se disait que je dépendais de Montivilliers. Graville, Montivilliers, Harfleur, diable. Si vous ne savez pas de qui je dépends, je puis vous l'assurer, Colmoulin se suffit à lui-même. Décidément, ces deux visiteurs indiscrets n'ont Dieu que pour mon grand château disparu. Chargé l'atmosphère ici, là. Ouais, c'est vrai qu'il y a une drôle d'ambiance. Un peu mystique et tout. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, le château qu'on recherche, là, c'est Grand Colmoulin. C'est ça, c'est rien à voir avec la clinique du petit Colmoulin qui est derrière. Là. C'est ça, rien à voir. En fait, si j'ai bien compris, grand et petit Colmoulin, ça n'existait pas. T'as que le Colmoulin. Et le château qu'on cherche, donc, c'est le château de Colmoulin. Diable, vous n'allez pas recommencer avec vos divisions de petits et de grands Colmoulins. Il n'y a qu'un Colmoulin. Et ce Colmoulin a abrité le plus beau château des environs. N'en déplaise à mon frère Despromenil. Je vous observe, imprudent visiteur. Vous êtes bel et bien sur la trace de mon plus beau château. Et c'est bien mon château que vous voulez découvrir. Bien qu'hélas, vous n'arrivez bien tard. Pour partir à la découverte de mon beau château de Colmoulin, il faut d'abord que je vous raconte l'histoire de son premier locataire, Stanislas Fouache. Ce grand négociant, homme d'affaires de son temps, a su s'enrichir par de bien curieux moyens. Laissez-moi vous dire que ce bon négociant ne possédait pas moins de 584 esclaves. En 1780, il est au pays de Caux. Nos destins ne se sont pas encore croisés. Alors âgé de 43 ans, il lui faut d'abord épouser Rose Henriette Agathe de Mondion, âgée elle-même de 26 ans. Afin de sceller leur union, notre négociant fait l'acquisition de la terre et seigneurie de Courmoulin. De quoi, ou plutôt de qui parle-t-on ? Je vous parle de moi, riche terre de Courmoulin. En cette époque, vous n'aviez divisé en 2 fiefs. Et non content de cela, je ne dépendais pas de moi-même, mais du marquisat de Graville. Mon précédent locataire m'avait alors laissé dans un bien triste état. Et pour cause, ce noble était vraisemblablement criblé de dettes. Mais voyons d'abord notre riche négociant, dit le bon Stanislas Fouache. Nous nous rencontrons pour la toute première fois en 1781. Je puis vous assurer qu'il aura su voir la richesse de mes coteaux, de la faune et de la flore qui peuplent ma terre. Il aura su imaginer le potentiel de ma géographie. Si Stanislas Fouache est un visionnaire, il ne lui manquera que le génie pour réaliser ma destinée. Stanislas Fouache fera appel à un bel esprit de son temps, un esprit d'un autre genre que lui-même, d'un autre bois, d'une autre nature, un esprit qui saura exploiter la richesse de ma terre et concrétiser mon potentiel. Stanislas Fouache mandate Pierre-Adrien Paris pour dessiner et réaliser un chef-d'œuvre, une merveille dans un écrin hors du commun, mon château, le château de Colmoulin. On est où là ? Attends, je pense que ça doit être par là. Bon. Je crois, hein. D'après ma carte, là on est en train de longer une ancienne avenue. Bah écoute, c'est possible, il m'a l'air assez ancien cet arbre. Ouais, bien vieux. vu. Bien vu, ouais, ça doit être ça. Et il a été construit quand le château de Colmoulin ? Ah, alors écoute, ça c'est le truc, j'ai pas trouvé. J'ai cherché dans plein de bouquins, puis j'ai trouvé aucune mention de date bien précise, tu vois. Je pense honnêtement que ça fait faire partie des mystères, des secrets que le château
va garder pour lui, qu'il ne va jamais dévoiler. Lucide observation, jeune visiteur. Je ne vais pas tout vous dévoiler. N'est-il pas impoli de demander son âge à un esprit aussi âgé que le mien? Pierre-Adrien Parry, le grand architecte de mes terres, du château de Colmoulin. Fils d'architecte, il se forme dès 1760. En 71, il s'installe à Rome dans l'idée de poursuivre sa démarche d'apprentissage. Comprenez bien qu'il n'est nul architecte de talent sans une connaissance approfondie de l'Antiquité et de ses chefs-d'œuvre. Ses colonnes au style pluriel. Il voyage à travers l'Italie, il collectionne des objets d'art antiques en tout genre. À son arrivée en France en 1774, il met à profit ses connaissances et conçoit nombre de décors d'intérieur. Il s'attire bien vite les faveurs des puissants et en particulier celle du couple royal. Je revois le grand homme. Il se trouvait ici, ou plutôt là. Je ne sais plus. Qu'importe, il était là. Contemplant ma terre, mon relief, mes pierres, mes arbres, mes oiseaux, mes insectes, ma lumière, mon essence si particulière. Diable, je ne m'attendais pas à recevoir une si belle demeure sur mes flancs boisés. Pierre-Adrien Parry sut trouver l'endroit idéal. Il n'a jamais rien ajouté, ce lieu. Il n'a fait que révéler le potentiel de ma terre. C'est comme si le château de Colmoulin avait toujours été ici. Il sélectionna ce coteau bien précis. Observez donc la vue imprenable. La demeure fut édifiée de la sorte. Imaginez donc, briques et pierres de taille se mêlaient avec harmonie le long des angles et des courbes. Telle une ponctuation dans la façade, de belles corniches venaient agrémenter l'ensemble. Le toit d'ardoise se mariait parfaitement avec le ciel du pays de Caux. Enfin, la partie centrale de la demeure était surplombée d'un grand dôme. Entrons. Nous voici au rez-de-chaussée. Au-dessus de nous se trouve ce que j'appelle le demi-étage. Au-dessus encore se trouve le dernier étage. Et enfin les combles. En dessous de nous se trouve le premier sous-sol donnant à l'étage des domestiques. Et enfin, en dessous encore se trouvent les vastes caves dont je ne révélerai pas de secret. Passons le grand vestibule et sa table de billard. Voici le salon dans sa rotonde. Lambris, cheminée, meubles d'exception. Voyez-vous cette petite ouverture dans la moulure du salon? Il s'agit d'une aération permettant à l'air chaud venant de la cheminée de circuler librement dans l'ensemble de la bâtisse. Quel souci de détail! Tout est étudié pour simplifier la vie de Stanislas Foch et de sa famille.
Ici, l'on peut s'entretenir d'un sujet tout à fait privé. Là, on peut discuter entre négociants et autres partenaires commerciaux. Et enfin, ici, l'endroit est idéal pour faire un brin de causerie entre dames. Gagnons le niveau inférieur. C'est ici le niveau des domestiques et des réserves. C'est un peu l'envers du décor. Là où la vie de la maison s'observe à travers l'animation de ses coulisses. Le confort n'a pas été négligé. Lieu d'aisance, chaudière. D'ici, nous pouvons même gagner les jardins. Sous nos pieds, ce sont les caves mystérieuses. L'on trouve une citerne souterraine non loin des voussures des caves, citerne recueillant les eaux de pluie afin d'alimenter l'édifice. Allons découvrir le premier étage, ce petit niveau intermédiaire. C'est une enfilade de corridors donnant sur diverses chambres et autres garde-robes. Montons au deuxième. Là encore, de nombreux lieux privés. La salle commune est agréablement éclairée par une verrière. Au-dessus, ce sont les combles occupés par les domestiques où l'on trouve quelques garde-meubles. L'endroit est un joyau dans un écrin de nature. C'est un petit village qui s'anime au bon vouloir de son propriétaire. Du soubassement au grenier, le monument s'anime. Des cuisines aux petits corridors, en passant par le salon, ou encore le vestibule et sa salle de billard. La propriété vit. Vous êtes loin d'imaginer, visiteur imprudent, que cette grande maison faisait vivre tout ce monde, gardiens, jardiniers, cuisiniers, femmes de chambre, et leurs familles, bien évidemment. Si ce château est une merveille, il me tarde de vous parler des jardins imaginés par le grand architecte de mes terres, Pierre-Adrien Paris. Un château sans jardin, c'est comme un prénom sans majuscule. Petits promeneurs s'en vont vers les jardins. Voici les potagers, le verger, quelques remises, appentis nécessaires au petit entretien des lieux par les jardiniers. Là, une orangerie, une serre, des écuries, un colombier même. Ah bah tiens, je t'ai pas parlé d'une personne. Une autre personne qui s'est intéressée à Colmoulin? Oui, c'est ça, oui. Elle s'appelle Madame Mosser. Ouais. Alors Madame Mosser, elle a travaillé sur les jardins de Colmoulin, et tout particulièrement donc les travaux de Pierre-Adrien Paris. Alors elle explique dans ses recherches que Pierre-Adrien Paris, il s'est basé sur ce qu'il a pu voir quand il était en Italie, tu sais, à Naples, Pompéi, Rome, Ouais. et qu'il a traité finalement le paysage de Colmoulin, non pas en partie, mais dans sa globalité. Voilà. Donc vraiment en se basant sur ce qu'il avait vu, il a traité l'ensemble du paysage. Ah, puis je t'ai pas dit, je crois que le château du XVIe siècle, le manoir du XVIe siècle, était là. Perdu, il était là. Enfin, je crois. Colmoulin et ses jardins, c'est un cheminement serpentueux entre les essences variées. C'est passer d'une terrasse à une autre. Encore aujourd'hui, je vous mets au défi de gagner le sommet de mon plateau et ses mystères en suivant une ligne droite. C'est impossible. Il vous faudra cheminer lentement, emprunter quelques passages obligatoires, parfois faire preuve de patience, tantôt être prudent à ne pas rouler sur mes silex. Peut-être y a-t-il là un cheminement symbolique à interpréter. Ou peut-être que non.
Ah, vous avez de la suite dans les idées pour des visiteurs. C'est le bassin qui vous intrigue maintenant ? Il fallait bien un point de départ, non ? Un commencement. Comme tout fleuve a sa source, voici mon bassin, nourri par mes flancs abritant secrètement quelques sources inépuisables d'eau claire. Petit Éden, où croisent arbres fruitiers et autres légumes en abondance. Ce lieu est admirable. Il est amusant de voir que la vocation de ce lieu s'est perpétuée avec les âges grâce au labeur de jardiniers, mes derniers locataires. Le grand architecte de mes terres, Paris, aura œuvré en un temps bien troublé. Vous autres, visiteurs en tout genre de passage sur mes terres, avez déclenché cette grande révolution. Nombre de grands esprits de ce temps ont disparu suite à ces troubles. Mon frère, le plateau des Préméniles, a perdu l'un de ses plus prestigieux locataires. Jean-Jacques Duval des Préméniles a perdu la tête, laissant sa demeure vacante. Paris arriva au Havre Marat en 1793, puisque c'est le nom que vous donniez à votre cité en ce temps-là. Il résida dans un premier temps chez ses amis havrais, puis revint vers moi en 1794. Il restera 2 ans dans dans notre demeure. Le grand architecte de mes terres quitta la maison de Colmoulin en 1796 pour s'installer à Écure jusqu'en 1801. C'est à partir de cette date qu'il quitta la maison d'Écure pour s'installer dans le Colombier. Ce Colombier d'Écure mériterait que je vous en touche 2 ou 3 mots. Paris l'avait aménagé comme... Peut-être devrais-je garder cette histoire pour une autre fois. Ainsi je m'assure de votre retour. Revenons au jardin de Colmoulin. Je n'en ai pas fini avec vous. Paris fait planter des essences nobles sur mes terres. Poursuivez donc, et vous trouverez les sapins d'Écosse, les châtaigniers, ou encore le cèdre du Liban, les hêtres, ou encore les tilleuls. Le grand architecte de mes terres fit même construire quelques volières et ce beau pavillon. Laissez-moi vous conter l'histoire du pavillon de la reine Hortense. En 1814, Napoléon venait d'abdiquer et sa famille était en disgrâce. La fille adoptive de Napoléon, Hortense, parcourut mes terres afin de se distraire de sa situation peu enviable. J'ai souvenir que l'une de ces dames de compagnie couchait alors sur le papier le récit de sa venue. En quittant le Havre, nous allâmes avec la famille Ferré à Colmoulin. C'est un endroit délicieux et qui, dans ce moment, était à vendre. Le château est entièrement boisé et parqueté en bois des îles. La vue s'étend sur la mer et sur une vallée charmante. Nous étions dans l'enchantement, et à chaque pas, nous trouvions un nouveau dessin à prendre. Nous admirâmes la vue d'Harfleur qui est en face de nous et tout nous plut. Jusqu'à un magnolia en pleine terre qui était énorme et qui attira notre attention, en souvenir de ceux que l'on soignait avec tant de peine à Malmaison. La reine s'enchantait de plus en plus de ce beau lieu et faisait ses plans pour l'acheter. « Tout ce que je désire, c'est de posséder cette terre, » me dit-elle. « Je viendrai y demeurer avec mes enfants, loin de Paris, loin des intrigues, et je serai enfin tranquille et heureuse. Mais il faut pour cela qu'on me rende ce qu'on me doit, et j'achète Colmoulin. » Vous imaginez bien que devant tant d'éloges, je me fis un devoir de ne pas oublier ce que la fille de l'impératrice eût dit à mon endroit. Je me souviens aussi de ce magnolia. Je l'ai perdu en 1830, à l'occasion d'un pacte passé avec l'hiver qui s'en était entiché, et il me fallut le lui céder. Un poète de passage fut un jour inspiré par la visite de cette illustre dame Hortense. Voici ce qu'il scanda. L'aspect de ton riant asile, Colmoulin du tendre Virgile, eût comblé les souhaits émus. Gracieux séjour qu'une reine, fuyant la grande souveraine, rencontra comme une oasis. Enfant à ses côtés peut-être, rêveur sous ton abri champêtre, Napoléon III s'est assis. Voyez-vous, jeunes visiteurs imprudents, vous n'êtes décidément pas les premiers à fouler ma terre ancestrale. Néanmoins,
Aussi loin que je fouille dans ma mémoire, je n'ai pas de souvenir de ce Napoléon III. Peut-être est-ce là un oubli de ma part, ou bien mon poète s'est-il tout simplement laissé emporter dans ses rêveries. En 1806, mon éminent locataire, Stanislas Fache, décède. Il sera décidé en réunion de famille qu'Arthur, son fils, héritera de la demeure. Mais la fortune est capricieuse et il faut se résoudre à vendre Colmoulin. C'est Guillaume Nicolas Grenier d'Ernemont qui se portera acquéreur en 1812. Mauvais payeur. Et en 1824, il décède à son tour. Il n'aura pas eu le temps d'honorer sa matérielle dette. À nouveau, mon château est mis en vente. C'est au tour d'un autre négociant illustre de se porter acquéreur en 1835. La famille Viel va prendre grand soin de mon château. En 1940, je dois accueillir de bien tristes visiteurs sur mes terres, de terribles corbeaux militaires. Je n'ai pas vraiment eu le choix. En 1943, le toit de mon château brûlera. Ces lugubres corbeaux effectueront une réparation sommaire, puis s'envoleront vers leur patrie nordique. C'est en octobre 1944 que je dois loger de nouveaux occupants. Ils resteront 2 ans et saccageront ma merveilleuse bâtisse avant de s'en retourner vers leur lointain continent. La guerre aura eu raison de ma belle demeure et le pillage des visiteurs de Montivier et d'Harfleur. Comment en vouloir à ces derniers, eux qui ont tant souffert de cette époque? En 1949, mes locataires lancent un ultime appel à l'aide afin que mon cœur, cette demeure qui faisait ma fierté, ne finisse pas en ruine. A-t-on le droit de laisser de propos délibérés s'effondrer une maison parfaitement récupérable? Aidez-nous à sauver cette maison construite au XVIIIe siècle, œuvre de Pierre-Adrien Paris, qui présente un intérêt tant historique qu'esthétique. En 1977, le château est en piteux état et est vendu à l'établissement public de la Basse-Seine. Il sera vendu pour la dernière fois en 1982 à la mairie de Montivier. Alors que cette demeure qui faisait ma fierté, mon identité, ma force tombait en ruine. Un matin 1984, de bien curieuses machines saccageaient ma terre. Je compris bien vite qu'ils étaient venus donner le coup de grâce à ce beau géant dépouillé, mourant. Vous partez déjà, jeunes visiteurs? Quel dommage. C'est au crépuscule, lorsque la nuit tombe subitement, que l'on peut m'apercevoir hanter ces bois. À présent, il est temps pour moi de faire silence. Mon beau château de Colmoulin n'étant plus, il me faut m'en retourner à ma demeure première sur le plateau, ma pierre grise. Comment ? Vous ne connaissez pas la pierre grise? Cette pierre, jadis posée là par quelques premiers hommes, est une pierre druidique. Peut-être ces hommes étaient-ils détenteurs d'un savoir aujourd'hui perdu. Je ne vous révélerai rien de ce savoir. Sachez toutefois qu'il y a des siècles, une vieille femme venait aux abords de ma pierre y prédire l'avenir. Il se racontait en ces temps reculés que quelques sages anciens, quelques sorciers, s'y retrouvaient les nuits de solstice. N'allez pas croire tout ce que l'on dit sur ma pierre grise. Peut-être même que finalement personne n'a jamais vraiment disparu en allant s'y promener. Néanmoins, j'ai bien souvenir que l'abbesse de Montivier l'a faite garder la nuit pour chasser quelques esprits farceurs. Il se racontait en ces temps que le diable lui-même avait caché un trésor sous la pierre. Avide et vénal, des visiteurs d'un soir l'ont aspergé d'eau bénite, puis l'ont soulevé. Le trésor fut bien maigre, quelques ossements humains et quelques pièces d'argent. Un certain Ernest Dumont rapporta la légende suivante concernant cette macabre découverte. Comme j'adore les histoires qui parlent de moi, je vais vous la raconter. Vous souvenez-vous du manoir de Courmoulin? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, en ce temps, l'écuyer du chevalier Guillaume de Colville
convoitait l'épouse de son noble maître. Le jeune écuyer vient à la rencontre de ma pierre grise, dont la réputation n'était plus à faire à l'époque déjà. Peut-être ne s'attendait-il pas à me trouver là. Je le saluai chaleureusement, sachant d'instinct que nous allions faire affaire. Pauvre écuyer, je le sentais désemparé. Peut-être ne s'attendait-il pas à rencontrer l'esprit de la terre Courmoulin en personne. Abasourdi, j'entrepris de lui tirer quelques mots. « Je sais ce que tu désires. Je peux te l'offrir. Mais il faudra en payer le prix fort. » Il ne fut guère difficile de le convaincre. Nous signâmes notre pacte dans un antique soubassement sous ma pierre grise. Je lui confiai alors une pièce de monnaie qui lui permettrait d'ouvrir chaque soir la porte de la chambre de la châtelaine quand elle serait endormie, à la seule condition qu'il me rapportât la pièce à chaque fois que l'aube se lèverait. Il revint à moi, vraisemblablement satisfait de sa visite nocturne. Je lui fis passer mon sou dans mon caveau, sous ma pierre grise. Il s'exécuta. Je reconnais bien volontiers ma petite fourberie occasionnelle. D'un habile coup de pied, je fis basculer la pierre sur l'entrée du caveau, scellant par là même ce dernier pour l'éternité, ainsi que le sort de ce tout nouvel occupant. Si vous vous aventurez sur mes terres tels ces deux jeunes visiteurs imprudents de passage, venez donc me rendre visite jusqu'à la pierre grise et faites-y un vœu. Je verrai ce que je peux faire pour vous sur les terres de Courmoulin.